J'étais assise dans le salon de mon appartement parisien, celui que Pierre et moi avions acheté il y a 40 ans, quand Céline a prononcé les mots qui allaient tout changer. « Françoise, soyons réalistes. Cette maison est bien trop grande pour toi seule. Tu te perds dans ces pièces vides. » Sa voix était douce, presque maternelle, mais ses yeux calculaient déjà comment redécorer mon salon. Je tenais ma tasse de thé, cette porcelaine de Limoges que Pierre m'avait offerte pour notre 20e anniversaire, et je souriais. Toujours sourire, toujours être la belle-mère compréhensive. « Tu as peut-être raison, ma chérie. » ai-je répondu doucement. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'avant la fin de la semaine, je découvrirais exactement à quel point elle avait raison. Mais pas de la façon qu'elle imaginait. 2 ans s'étaient écoulés depuis la mort de Pierre. 2 années pendant lesquelles j'avais appris à vivre seule dans ces 300 mètres carrés qui résonnaient désormais de silence. Chaque matin, je préparais du café, pour 2 par habitude, avant de me rappeler qu'il n'était plus là pour le partager. Les premiers mois avaient été une brume de chagrin, de formalités administratives, de condoléances qui sonnaient creux. Mais j'avais survécu. J'avais 68 ans, j'étais veuve, et je pensais que mon fils Julien et sa femme Céline étaient mon seul réconfort. Julien était passé me voir plus souvent après la mort de son père. Au début, j'avais été touchée par cette attention. Mon fils, si occupé avec sa carrière de conseiller financier, prenait le temps de venir prendre le thé avec sa vieille mère. Céline l'accompagnait toujours, souriante, élégante, dans ses tenues griffées, ses cheveux blonds parfaitement coiffés. Elle complimentait ma décoration, admirait mes meubles anciens, prenait des photos de mon appartement pour l'inspiration, disait-elle pour son compte Instagram. « Maman, tu as l'air fatiguée, » disait Julien en fronçant les sourcils. « Tu dors bien ? » ?»« Oui, oui, mon chéri. C'est juste que ces grandes pièces, parfois la nuit, j'entends des bruits. »« Tu vois ?» Céline se penchait vers moi, posant sa main manucurée sur la mienne. « Une femme de ton âge ne devrait pas vivre seule dans un endroit aussi grand. C'est dangereux. Et si tu tombais ? Et si quelqu'un entrait par effraction ? » Elle savait exactement quel bouton presser. Mes craintes nocturnes, ma solitude, ma vulnérabilité. Chaque visite, elle en rajoutait une couche. J'ai vu un documentaire terrifiant sur les cambriolages dans le 16e arrondissement. Ces criminels ciblent spécifiquement les personnes âgées vivant seules dans de grands appartements. Mon fils hochait la tête gravement. « Céline a raison, maman. Nous nous inquiétons pour toi. » Un après-midi de novembre, environ 6 semaines avant que tout bascule, ils sont arrivés avec des brochures. Des brochures colorées montrant des personnes âgées souriantes dans des fauteuils confortables, jouant aux cartes, faisant de la poterie. Les jardins du bonheur, la résidence du soleil couchant, le havre de paix. « Regarde, maman. » Julien étalait les brochures sur la table basse en marbre. « Ce sont des établissements haut de gamme. Tu aurais ta propre chambre, des repas préparés, des activités, de la compagnie. Plus besoin de t'inquiéter pour l'entretien, les factures, la solitude. »« Mais, mon appartement ?» Ma voix tremblait légèrement. « C'est ma maison ? Pierre et moi avons vécu ici pendant 40 ans. Papa voudrait que tu sois en sécurité et heureuse, » dit Julien doucement. « Pas que tu t'accroches à des souvenirs qui te rendent triste. » Céline se leva pour examiner le tableau au-dessus de la cheminée, un Renoir que Pierre avait acheté lors d'une vente aux enchères. « Et puis franchement, Françoise, maintenir un tel appartement coûte une fortune. Les charges, l'assurance, les réparations, ça grignote ton héritage. Tu ne voudrais pas laisser quelque chose à Julien, à tes futurs petits-enfants ? » Et mes futurs petits-enfants. Elle savait que c'était mon point faible. À 38 ans, Céline n'avait montré aucun intérêt pour la maternité, trop occupée à construire sa marque personnelle sur les réseaux sociaux. Mais elle n'hésitait pas à brandir cette carotte devant moi quand cela l'arrangeait. Je les ai laissés parler, hochant la tête au bon moment, posant des questions sur les établissements. Mais quelque chose en moi s'était réveillé. Une petite voix que j'avais ignorée depuis des mois. La voix qui disait « Attention, quelque chose ne va pas ». Ce soir-là, après leur départ, je suis restée longtemps dans le bureau de Pierre. Cette pièce que je n'avais pas vraiment touchée depuis sa mort, conservée comme un sanctuaire. Ses livres alignés sur les étagères en bois sombre, son fauteuil en cuir où il lisait le journal chaque soir, son bureau où il gérait son petit empire immobilier. L'odeur de son eau de Cologne persistait encore faiblement dans l'air, mélangée au parfum du cuir et du bois ciré. Je me suis assise dans son fauteuil, et j'ai pleuré. Pas de chagrin cette fois, mais de confusion. Était-ce vraiment mieux pour moi ? Étais-je devenue ce fardeau dont il parlait avec tant de sollicitude ? « Pierre, si tu étais là, que ferais-tu ? Que me dirais-tu » Et puis je l'ai vu, sur le bureau, légèrement déplacé. Le tiroir du milieu, celui qui fermait toujours à clé, était légèrement entrouvert. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je ne me souvenais pas de l'avoir ouvert. J'ai tiré le tiroir complètement. À l'intérieur, les documents importants que Pierre gardait là, notre contrat de mariage, les actes de propriété,
son testament, les informations bancaires. Mais quelque chose manquait. Je connaissais le contenu de ce tiroir par cœur. Pierre me l'avait montré 1 an avant sa mort. Si quelque chose m'arrive, Françoise, tout est là. Tu sais où chercher. Il y avait un dossier rouge, épais, marqué confidentiel. Il contenait les documents relatifs à ses investissements à l'étranger, ses comptes en Suisse, les parts qu'il possédait dans plusieurs immeubles parisiens. Ce dossier avait disparu. Mon sang s'est glacé. J'ai fouillé le tiroir, puis les autres, puis tout le bureau. Rien, le dossier s'était volatilisé. Qui avait accès à cet appartement à part moi? Julien avait un double des clés pour les urgences. Et Julien venait souvent. Julien qui travaillait dans la finance. Julien qui me posait tant de questions sur mes finances ces derniers temps. Non, c'était impossible. Mon fils ne me volerait pas. Pas mon Julien, le petit garçon qui pleurait quand il cassait accidentellement mes bibelots, qui m'apportait des fleurs chaque fête des mères. Mais ce petit garçon avait 42 ans maintenant, et il avait épousé Céline. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai réfléchi, me souvenant de chaque visite, chaque conversation des dernières semaines. Les questions de Julien sur mes comptes bancaires, juste pour m'assurer que tout est en ordre, maman. L'insistance de Céline pour que je lui montre l'appartement entier. J'adore ton style, je veux tout voir. Les moments où il me laissait seul dans le salon pendant qu'il allait chercher quelque chose dans la cuisine ensemble. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Laurent, l'avocat de la famille depuis 30 ans. Maître, j'ai besoin de vous voir, c'est urgent. Madame Dubois, bien sûr, cet après-midi vous conviendrait? Dans son cabinet du 8e arrondissement, avec ses murs tapissés de livres de droit et l'odeur rassurante du papier ancien, je me suis sentie enfin en sécurité. Maître Laurent avait 75 ans, des cheveux blancs impeccablement coiffés et une intégrité à toute épreuve. Pierre lui faisait une confiance absolue. Maître, j'ai besoin de vérifier quelque chose. Mon mari avait un dossier rouge dans son bureau, marqué confidentiel. Il contenait des documents sur ses investissements. Ce dossier a disparu. Le visage de Maître Laurent s'est assombri. Madame Dubois, ces documents étaient essentiels. Ils prouvent que vous êtes l'unique propriétaire de 7 immeubles à Paris, d'un compte bancaire en Suisse contenant environ 3 millions d'euros et de parts dans plusieurs sociétés. Sans ces documents, quelqu'un pourrait prétendre qu'ils n'existent pas. J'ai complété, ma voix à peine un murmure. Heureusement, Maître Laurent s'est levé pour ouvrir son propre coffre-fort. Pierre était un homme prudent. Il m'a confié des copies de tous ces documents. Tout est ici, en sécurité. Le soulagement m'a submergé, suivi immédiatement par une autre émotion, la colère. Quelqu'un avait volé ces documents, quelqu'un qui savait où les trouver, quelqu'un qui avait accès à mon appartement. Maître, j'ai besoin de votre aide. Je pense que mon fils et sa femme essaient de me manipuler pour que je quitte mon appartement. Ah. Maître Laurent s'est rassis lentement, joignant ses mains devant lui. Madame Dubois, malheureusement, ce genre de situation devient de plus en plus courant. Des héritiers impatients qui voient leurs parents âgés comme des obstacles plutôt que comme des êtres aimés. Racontez-moi tout. J'ai tout déballé. Les visites de plus en plus fréquentes, les brochures de maisons de retraite, les questions sur mes finances, le dossier disparu. Maître Laurent écoutait, prenant des notes de temps en temps, son visage devenant de plus en plus grave. Avez-vous signé quelque chose récemment? Une procuration, un mandat? Non, rien. Bien, c'est très bien. Madame Dubois, voici ce que je vous conseille. Premièrement, nous allons changer toutes les serrures de votre appartement immédiatement. Deuxièmement, vous ne signerez aucun document sans que je l'examine d'abord. Troisièmement, nous allons mettre en place une surveillance discrète. Si votre fils et votre belle-fille tentent quoi que ce soit d'illégal, nous aurons des preuves. Mais maître, c'est mon fils? Je comprends, madame. Mais parfois, ceux que nous aimons le plus sont capables des plus grandes trahisons, surtout quand l'argent est en jeu. L'appartement dans lequel vous vivez vaut au minimum 8 millions d'euros. Ajoutez à cela vos autres biens, et nous parlons d'une fortune considérable. 8 millions d'euros. Je n'avais jamais vraiment pensé à mon appartement en ces termes. C'était ma maison, l'endroit où Pierre et moi avions ri, pleuré, vieilli ensemble. Mais pour Julien et Céline, c'était un chiffre, un très gros chiffre. Les jours suivants, j'ai fait ce que Maître Laurent m'avait conseillé. Un serrurier est venu changer toutes les serrures. Quand Julien a appelé pour passer prendre le thé, je lui ai dit que j'avais la grippe. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour observer, pour planifier. Sophie, ma meilleure amie depuis le lycée, est venue me voir. Sophie avait toujours été plus méfiante que moi, plus cynique. Je ne l'ai jamais aimée. Cette Céline, dit-elle en buvant son café, trop parfaite, trop polie. Les gens vraiment bons n'ont pas besoin de travailler aussi dur pour le montrer. Tu penses que je deviens paranoïaque? Ma chérie, tu es la femme la moins paranoïaque que je connaisse. Si tu as des doutes, c'est qu'il y a une raison. Fais-moi confiance.
Je connais les gens. Cette fille voit des euros dans tes yeux quand elle te regarde. Sophie m'a aidé à installer des caméras de sécurité discrètes dans l'appartement. Si quelqu'un entre pendant ton absence, nous le saurons, dit-elle. Nous en avons mis une dans l'entrée, une dans le salon, une dans le bureau de Pierre. 3 jours plus tard, j'ai dit à Julien que j'allais mieux et qu'il pouvait venir déjeuner. J'ai préparé son plat préféré, le bœuf bourguignon que je cuisinais quand il était enfant. Céline est arrivée dans une robe Chanel, ses cheveux brillants encadrant son visage souriant. « Françoise, tu m'as tellement manqué. Tu vas mieux ? » « Beaucoup mieux, ma chérie. » Pendant le déjeuner, j'ai observé, vraiment observé, la façon dont Céline regardait autour d'elle, évaluant mentalement chaque objet. Comment Julien évitait mon regard quand il me demandait si j'avais réfléchi aux brochures. Les regards qu'ils échangeaient, des conversations silencieuses que je n'étais pas censée comprendre. « Maman, nous avons pris rendez-vous pour toi la semaine prochaine, » dit Julien en coupant sa viande, au Jardin du Bonheur, juste pour visiter, voir si ça te plaît. C'est tellement excitant. Céline battit des mains comme une enfant. « Tu vas adorer. Ils ont des cours de yoga, des soirées cinéma, même un petit jardin où tu pourrais faire pousser des tomates. » Des tomates. Comme si tout ce que j'avais construit avec Pierre pouvait être remplacé par la possibilité de faire pousser des tomates dans une résidence pour personnes âgées. « C'est gentil de votre part, mais je ne suis pas sûre d'être prête. » Le visage de Julien s'est durci imperceptiblement. « Maman, nous en avons déjà discuté. Tu ne peux pas rester ici indéfiniment. C'est dangereux. C'est isolant, et franchement, c'est un gaspillage. Un gaspillage. Le mot est resté suspendu dans l'air entre nous. Ma vie, mes souvenirs, ma maison. Un gaspillage. Nous pensons juste à ton bien-être, ajouta Céline doucement. Et puis, pense à tout cet argent que tu économiserais. Les charges ici sont astronomiques. Dans une résidence, tout est inclus. Après leur départ, j'ai vérifié les caméras. Sophie et moi nous sommes assises devant mon ordinateur portable, regardant les enregistrements. À un moment, pendant que j'étais dans la cuisine en train de préparer le café, Céline et Julien étaient restés seuls dans le salon. Julien s'était dirigé vers le bureau de Pierre. « Il faut qu'on accélère les choses », disait-il à voix basse. Mais le micro de la caméra avait tout capté. « Elle devient méfiante. Tu as vu comment elle nous regardait ? » « Elle a changé les serrures », répondit Céline, son visage parfait tordu par la frustration. « J'ai essayé ma clé hier. Ça ne marche plus. »« Merde, elle sait quelque chose. » Alors on doit la convaincre de signer avant qu'elle appelle un avocat. Une fois qu'elle est au Jardin du Bonheur, on obtient la procuration pour gérer ses affaires, et cet appartement est à nous. Mon sang s'est glacé. Sophie a posé sa main sur mon épaule. « Tu les as, ma belle, tu les as en flagrant délit. » Mais avoir la preuve n'était pas suffisant. Je voulais comprendre. Je voulais savoir depuis combien de temps il planifiait cela. Je voulais savoir si mon fils m'avait jamais vraiment aimé, ou si j'avais toujours été juste un investissement pour lui. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis restée éveillée, les yeux fixés au plafond de ma chambre, me remémorant chaque moment avec Julien depuis l'enfance. Le petit garçon qui grimpait sur mes genoux pour que je lui lise des histoires. L'adolescent qui m'embrassait sur la joue avant d'aller à l'école. Le jeune homme qui avait pleuré dans mes bras quand sa première petite amie l'avait quitté. À quel moment était-il devenu cet étranger capable de me trahir pour de l'argent ? Le lendemain, Maître Laurent m'a appelé. « Madame Dubois, j'ai fait quelques recherches sur votre belle-fille. Vous devriez venir au cabinet. Il y a des choses que vous devez voir. » Dans son bureau, il a étalé des documents devant moi, des relevés bancaires, des rapports de détectives privés, des captures d'écran de comptes de médias sociaux. Céline Moreau, avant son mariage avec votre fils, avait accumulé des dettes de près de 150 000 euros. Carte de crédit, prêt personnel, tout pour maintenir son style de vie Instagram. Elle a rencontré Julien lors d'un événement de networking pour professionnels de la finance. 3 mois plus tard, ils étaient mariés. 3 mois, j'ai murmuré. Ça m'était toujours semblé rapide. Mais Julien avait dit qu'il était amoureux. Le coup de foudre, maman. Tu comprends, n'est-ce pas ? Regardez ceci. Maître Laurent a poussé une autre série de documents vers moi. Julien a également des problèmes financiers. Il a investi dans plusieurs entreprises qui ont échoué. Il doit de l'argent à des investisseurs. Il compte sur votre héritage pour se renflouer. Mon héritage. Ils attendaient que je meure. Non, pire. Ils essayaient d'accélérer le processus en me mettant dans une maison de retraite où je déclinerais lentement, pendant qu'ils vivraient dans mon appartement et dépenseraient mon argent. Et que puis-je faire, maître ? Le vieil avocat s'est penché en arrière dans son fauteuil, ses yeux brillants d'une intelligence aiguë. Madame Dubois, vous pouvez faire plusieurs choses. La première, la plus évidente, serait de les confronter, de porter plainte. Mais cela détruirait votre famille. La seconde option est plus subtile. Je vous écoute. Vous leur donnez exactement ce qu'ils veulent. Ou plutôt, vous faites semblant. L'audience au tribunal
était prévu pour 3 semaines plus tard. 3 semaines pendant lesquelles Julien n'a pas appelé une seule fois. Pas de « comment vas-tu, maman ?» Pas de « je m'inquiète pour toi ». Rien. Le silence était éloquent. Pour lui, j'étais déjà morte. Juste un obstacle entre lui et son héritage. Mais ces 3 semaines n'ont pas été passées dans l'inactivité. Maître Laurent et moi avons construit un dossier si solide qu'il était inattaquable. Chaque enregistrement, chaque document, chaque preuve de leur manipulation était méticuleusement organisée. Sophie m'aidait à rester concentrée quand le doute s'insinuait. « Tu fais la bonne chose », me répétait-elle. « Ce ne sont plus tes enfants, ce sont des prédateurs. » La veille de l'audience, j'ai fait quelque chose d'inattendu. Je suis allée dans la chambre de Julien, celle qu'il avait occupée jusqu'à ses 25 ans. Je n'y étais pas entrée depuis des années. Les murs étaient encore couverts de ses posters d'adolescents, son bureau où il faisait ses devoirs, son lit où je venais m'asseoir pour lui raconter des histoires quand il était malade. J'ai pleuré. Non pas pour l'homme qu'il était devenu, mais pour le garçon qu'il avait été, pour toutes les promesses qu'il n'avait pas tenues. « Je suis désolée, mon petit. » J'ai murmuré dans la pièce vide. « J'ai échoué quelque part. Je ne t'ai pas appris à être un homme bon. Et maintenant, je dois te laisser partir. » Le matin de l'audience, je me suis habillée avec soin. Un tailleur Chanel bleu marine que Pierre m'avait offert pour notre 30e anniversaire. Des perles, des talons modérés mais élégants. Je voulais avoir l'air de ce que j'étais. Une femme parfaitement capable, intelligente, en contrôle total de ses facultés. Pas une vieille dame confuse qui avait besoin d'un tuteur. Sophie m'a accompagnée. « Tu es magnifique. Tu vas leur montrer de quel bois tu te chauffes. » Le tribunal était un bâtiment imposant près de l'île de la Cité. En entrant dans la salle d'audience, j'ai vu Julien et Céline assis avec leur avocat. Un homme chauve d'une 50aine d'années qui dégageait une arrogance palpable. Julien portait son meilleur costume, celui qu'il réservait pour les réunions importantes. Céline était en noir, sobre pour une fois, jouant le rôle de la belle-fille dévouée et inquiète. Quand Julien m'a vu, quelque chose a traversé son visage. De la surprise peut-être. Je ne ressemblais pas à la vieille femme fragile qu'il essayait de peindre. Je ressemblais à une femme qui allait se battre. Le juge était une femme d'environ 60 ans, le visage sévère, mais les yeux bienveillants. Madame le juge Fontaine, elle a examiné les documents devant elle, puis a regardé la salle. Nous sommes ici concernant la requête de monsieur Julien Dubois pour qu'un tuteur soit nommé pour sa mère, Madame Françoise Dubois, qu'il allègue être incapable de gérer ses propres affaires en raison de déficience mentale. Maître Poussel, vous représentez le requérant? L'avocat chauve s'est levé. Oui, madame le juge. Mon client est profondément préoccupé par l'état mental de sa mère. Elle présente des signes de démence, de paranoïa, et prend des décisions irrationnelles qui mettent en danger son bien-être financier et physique. Des exemples concrets? Elle a récemment refusé de vendre son appartement pour un prix raisonnable, alléguant sans preuve que l'acheteur était malhonnête. Elle a changé toutes les serrures de son domicile, empêchant sa famille d'accéder au lieu en cas d'urgence. Elle a exprimé des délires selon lesquels sa propre famille essaierait de lui voler son argent. Ce sont des signes classiques de démence paranoïaque. Chaque mot était une torsion de la vérité. Chaque fait était présenté pour me faire paraître instable. Si je n'avais pas eu les preuves que j'avais, j'aurais probablement perdu ce combat avant même qu'il commence. Madame le juge, Maître Laurent s'est levé calmement. Puis-je répondre à ces allégations? Procédez, Maître Laurent. Tout d'abord, permettez-moi de présenter les évaluations médicales récentes de Madame Dubois. Il a tendu une épaisse liasse de documents. 3 psychiatres indépendants et réputés ont examiné ma cliente la semaine dernière. Tous ont conclu qu'elle est parfaitement saine d'esprit, lucide et pleinement capable de gérer ses propres affaires. Leurs rapports sont dans le dossier. Le juge a pris les documents, les parcourant rapidement. Son sourcil s'est levé. Ces évaluations sont très complètes. Docteur Moreau, docteur Petit, docteur Duchamp, ce sont des experts reconnus. En effet, Madame le juge, permettez-moi maintenant de m'adresser aux signes de démence allégués. Madame Dubois a refusé de vendre son appartement pour 4 millions d'euros, parce que sa valeur de marché est en réalité de 8 millions. Était-ce irrationnel ou était-ce de la prudence financière? Le juge a regardé Julien. Monsieur Dubois, l'appartement en question vaut-il 4 ou 8 millions? Julien hésitait. Les évaluations varient. 4 millions était une offre sûre. Une offre sûre qui vous aurait fait perdre la moitié de la valeur de l'actif, a interrompu Maître Laurent. Quant aux serrures changées, peut-être que Madame Dubois avait de bonnes raisons de sécuriser son domicile. Puis-je présenter la pièce à conviction numéro 1? Il a activé un écran dans la salle d'audience. Soudain, la vidéo de Julien et Céline dans mon salon a commencé à jouer. Leur voix remplissait la salle silencieuse. Une fois qu'elle est au jardin du bonheur, on obtient la procuration et cet appartement est à nous. Le visage de Julien est devenu blanc comme un linge. Céline a saisi son bras.
ses yeux écarquillés de panique. Dans la galerie du public, j'entendais des murmures choqués. Cette vidéo, continua Maître Laurent calmement, a été enregistrée dans l'appartement de Madame Dubois. Elle montre clairement que, loin de souffrir de paranoïa, ma cliente avait parfaitement raison de se méfier. Son propre fils et sa belle-fille complotaient activement pour la dépouiller de ses biens. C'est hors contexte. L'avocat de Julien était debout. Cette vidéo a été obtenue illégalement. Madame Dubois a le droit d'enregistrer ce qui se passe dans sa propre maison, répondit Maître Laurent, et ce n'est pas tout. Il a sorti d'autres documents. Voici des captures d'écran de messages, entre M. Dubois et sa femme, discutant de la meilleure façon de convaincre la vieille de signer. Voici un contrat d'achat pré-signé pour l'appartement à 4 millions, avec Madame Céline Dubois listée comme bénéficiaire de la différence via une société écran. Voici des relevés bancaires montrant que M. Dubois a des dettes de près de 200 000 euros. Le juge regardait Julien avec une expression de dégoût croissant. « Monsieur Dubois, aviez-vous l'intention de profiter financièrement de la mise sous tutelle de votre mère ?» Julien ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. Non, nous voulions juste l'aider. L'aider en la dépouillant de la moitié de son patrimoine. La voix du juge était glaciale. L'aider en la plaçant dans une maison de retraite contre son gré pour obtenir un accès légal à ses finances. Céline s'est levée brusquement. C'est ridicule. Françoise est confuse. Elle ne comprend pas ce qui est bon pour elle. Nous essayons de protéger son avenir. En vendant sa maison à moitié prix à votre propre société. Maître Laurent a posé un document final sur le bureau du juge. Madame Dubois a découvert que le supposé investisseur indépendant, M. Petit, était en fait un prête-nom pour une société contrôlée par Madame Céline Dubois. C'était une fraude pure et simple. Le silence dans la salle était assourdissant. Le juge a regardé longuement Julien et Céline, puis moi. « Madame Dubois, souhaitez-vous ajouter quelque chose ?» Je me suis levée lentement. Ma voix tremblait, mais pas de faiblesse, de colère contenue. « Madame le juge, pendant 40 ans, j'ai aimé mon fils inconditionnellement. Je l'ai élevé, sacrifié pour lui, cru en lui. Quand son père est mort, j'ai pensé qu'il serait mon réconfort dans ma vieillesse. Au lieu de cela, il a vu ma vulnérabilité comme une opportunité. Lui et sa femme ont planifié méthodiquement de me voler ma maison, ma liberté et ma dignité. Ils m'ont traité non pas comme une mère, mais comme un obstacle à éliminer. » Ma voix s'est brisée, mais j'ai continué. Je ne suis pas folle, je ne suis pas confuse, je suis une femme de 68 ans, qui a découvert que les personnes en qui elle avait le plus confiance étaient des menteurs et des voleurs. Et maintenant je demande à cette cour de protéger mon droit de vivre ma vie comme je l'entends, sans interférence de ceux qui ne voient en moi qu'un compte bancaire. Quand je me suis rassise, il y avait des larmes sur le visage de plusieurs personnes dans la galerie. Sophie serrait ma main si fort que ça faisait mal, mais c'était une douleur réconfortante. Et le juge a pris une profonde respiration. J'ai vu beaucoup de choses dans cette salle, mais rarement quelque chose d'aussi choquant. Monsieur Dubois, votre requête est non seulement rejetée, mais je suis obligé de signaler cette affaire au procureur pour enquête sur fraude tentée. Madame Dubois est manifestement parfaitement capable de gérer ses propres affaires. En fait, elle semble être la seule personne dans cette famille avec un jugement sain. Elle s'est tournée vers moi. Madame Dubois, je vous recommande fortement de prendre des mesures pour protéger vos actifs contre toute future tentative de manipulation. Cette cour reconnaît votre compétence totale et rejette catégoriquement toute suggestion contraire. Bang! Le marteau est tombé, c'était fini. Julien et Céline sont sortis précipitamment de la salle, poursuivis par leur avocat qui leur chuchotait furieusement quelque chose. Julien s'est retourné une fois, me regardant avec quelque chose qui ressemblait à de la haine pure. Ou peut-être était-ce de la honte. Je ne savais plus, et je réalisais que je m'en fichais. À l'extérieur du tribunal, les journalistes attendaient. Quelqu'un avait dû alerter la presse. « Madame Dubois, comment vous sentez-vous? Allez-vous poursuivre votre fils? Que diriez-vous aux autres personnes âgées dans des situations similaires ?» Maître Laurent les a écartés. « Ma cliente n'a pas de commentaire pour le moment. Merci. » Mais je me suis arrêtée. Je me suis tournée vers les caméras. J'ai une chose à dire. Si vous êtes une personne âgée et que vous sentez que votre famille vous presse de prendre des décisions que vous ne voulez pas prendre, écoutez votre instinct. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas confus. Et vous n'êtes pas obligé de laisser qui que ce soit vous voler votre vie, même si c'est votre propre famille. Les jours suivants ont été étranges. L'histoire a fait les nouvelles. Fils cupide tente de voler sa mère âgée, titrait Le Figaro. L'avidité familiale exposée en plein tribunal, disait Le Monde. Mon téléphone sonnait constamment avec des demandes d'interview, mais je les refusais toutes. Je n'étais pas intéressée par la célébrité. Je voulais juste la paix. Julien essayait de m'appeler une fois, 2 jours après l'audience. J'ai laissé sonner. Il a laissé un message vocal. Sa voix était différente, plus petite. « Maman, je ne sais pas quoi dire.
Je suis désolée. Je ne sais pas comment c'est arrivé, comment nous en sommes arrivés là. Céline, elle m'a convaincue que c'était pour ton bien. Je sais que ça semble fou maintenant, mais je voulais vraiment t'aider. Peut-être qu'un jour tu pourras me pardonner. J'ai écouté le message 3 fois, puis je l'ai supprimé. Pardonner? Peut-être un jour, dans très longtemps, quand la blessure ne serait plus si fraîche. Mais pas maintenant. Maintenant, j'avais besoin de me reconstruire. Sophie et moi avons célébré ce soir-là avec une bouteille de champagne cristal que Pierre avait gardée pour une occasion spéciale. À la liberté, j'ai répété, et au nouveau départ. Les semaines suivantes, j'ai commencé à vraiment vivre, pas à survivre, pas à exister. Vivre. J'ai pris des cours de peinture que j'avais toujours voulu suivre, mais que je reportais toujours. J'ai voyagé, d'abord juste en France, visitant des régions que Pierre et moi avions planifié de voir ensemble, puis plus loin, l'Italie, l'Espagne, la Grèce. J'ai transformé une partie de mon appartement en atelier d'art. Les pièces qui résonnaient autrefois de vide étaient maintenant remplies de couleurs, de créativité, de vie. J'ai invité des amis que j'avais négligés pendant mes années de deuil. J'ai organisé des dîners, des soirées de jeux, des discussions littéraires. La Fondation Françoise Dubois, que Maître Laurent avait créée, a commencé à faire des donations. Nous avons financé un programme pour protéger les personnes âgées de l'exploitation financière. Nous avons aidé des femmes à quitter des situations de violence domestique. Nous avons donné des bourses à des étudiants méritants. L'argent que Julien voulait pour lui-même aidait maintenant des centaines de personnes. Un jour, 6 mois après le procès, j'ai reçu une lettre. L'écriture sur l'enveloppe était celle de Julien. Je l'ai regardée longtemps avant de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait juste quelques lignes. Maman, Céline et moi avons divorcé. Tu avais raison sur elle, surtout. Je ne m'attends pas à ton pardon. Je veux juste que tu saches que j'ai perdu le sommeil chaque nuit depuis le procès, pensant à ce que j'ai failli te faire. Je suis en thérapie. J'essaie de comprendre comment je suis devenue cette personne. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je suis juste désolée d'avoir oublié comment le montrer. Lardon PC sur cette carte. J'ai plié la lettre et l'ai rangée dans un tiroir. Peut-être qu'un jour je répondrai. Peut-être qu'un jour nous pourrions reconstruire quelque chose. Mais ce jour n'était pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je devais me concentrer sur moi-même. 1 an après le procès, j'ai organisé une grande fête dans mon appartement pour mon 69e anniversaire. L'appartement était rempli d'amis, de rires, de musique. Sophie apportait un toast. À Françoise, la femme la plus forte que je connaisse. Tu nous as tous appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. Tard dans la soirée, je me suis retrouvée seule sur mon balcon, regardant Paris scintiller sous moi. La tour Eiffel brillait au loin, le trafic créait une symphonie urbaine familière. J'ai pensé à Pierre. « Je vais bien, mon amour ?» j'ai murmuré. « J'ai trouvé comment continuer sans toi. Ça a été difficile, et j'ai failli tout perdre. Mais je suis toujours là, et je suis heureuse. » Le vent a agité mes cheveux, et j'ai juré que je pouvais sentir une main douce sur mon épaule. Pierre me disant qu'il était fier, que j'avais fait ce qu'il fallait, que j'étais exactement où je devais être. Quelques mois plus tard, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai écrit à Julien. Pas une longue lettre, juste quelques lignes. « Julien, je ne peux pas encore te pardonner complètement, mais je peux reconnaître que tu essaies de changer. Si tu veux prendre un café, juste discuter, sans attente, je suis ouverte à cette possibilité. Maman, nous nous sommes rencontrés dans un petit café près du Luxembourg. Julien avait l'air plus vieux, plus mince. Il y avait des cernes sous ses yeux, mais aussi quelque chose de différent, une humilité qui n'avait jamais été là avant. « Merci d'être venu, dit-il doucement. Je ne promets rien, Julien, mais je suis prête à écouter. » Nous avons parlé pendant 2 heures. Il m'a raconté tout. Comment Céline l'avait manipulé, comment ses propres dettes et sa panique l'avaient rendu vulnérable, comment il avait justifié chaque mauvaise décision en se convainquant qu'il aidait. Mais au final, maman, c'était moi. C'était moi. C'était mon choix. Personne ne m'a forcé. Je voulais cet argent, et j'étais prêt à sacrifier notre relation pour l'obtenir. C'est quelque chose avec lequel je dois vivre. Tu as détruit quelque chose que nous ne pourrons peut-être jamais complètement réparer, j'ai dit. Mais je vois que tu essaies. Et c'est un début. Nous n'avons pas miraculeusement tout réparé ce jour-là. Ce n'était pas un film où tout se résout avec une conversation et des larmes. Mais c'était un petit pas. Un fragile pont commençant à se construire sur le gouffre entre nous. Aujourd'hui, 2 ans après le procès, je vis ma meilleure vie. Mon appartement est toujours le mien, rempli de souvenirs de Pierre, mais aussi de nouvelles expériences. Je vois Julien 1 fois par mois. Nous ne sommes pas ce que nous étions, mais nous construisons quelque chose de nouveau. Quelque chose basé sur la vérité, plutôt que sur l'obligation. Je pense parfois à ce qui se serait passé, si je n'avais pas écouté cette petite voix qui me disait que quelque chose n'allait pas.
Si j'avais signé ces papiers, si j'avais accepté d'aller au jardin du bonheur, je serais probablement dans une petite chambre quelque part. Mes possessions vendues, mes souvenirs dispersés, mourant lentement pendant que mon fils et sa femme dépensaient mon héritage. Au lieu de cela, je suis ici, libre, forte, vivante. Et je veux que tu saches quelque chose. Toi qui lis cette histoire, si tu es une personne âgée se sentant pressée par ta famille, si tu sens que quelque chose ne va pas même si tout le monde te dit que tu es confus, si tu as l'impression d'être un fardeau alors que tu devrais être chéri, écoute cette voix. Elle te protège. Tu n'es pas fou. Tu es en danger. Et tu mérites mieux. Mon nom est Françoise Dubois. J'ai 70 ans. Et je ne suis plus la victime de personne. Je suis la gardienne de ma propre vie, la protectrice de mon propre bonheur. Et chaque jour, je me réveille dans mon appartement. Je bois mon café dans ma porcelaine de Limoges. Et je souris. Parce que j'ai gagné. Pas contre mon fils. Contre la peur. Contre la manipulation. Contre ceux qui pensaient que mon âge faisait de moi une proie facile. J'ai gagné ma liberté. Et elle n'a jamais eu un goût aussi doux. Le plan de Maître Laurent était d'une simplicité diabolique. Vous allez accepter de visiter cette maison de retraite. Vous allez même prétendre que vous l'adorez. Pendant ce temps, nous allons restructurer tous vos actifs de manière à ce qu'ils soient absolument inaccessibles à quiconque sauf vous. Nous allons également documenter chaque tentative de manipulation de leur part. Mais s'ils croient que j'accepte, ne vont-ils pas essayer de me faire signer quelque chose immédiatement? C'est exactement ce que nous voulons. Chaque document qu'ils vous présenteront sera une preuve supplémentaire de leurs intentions frauduleuses. Vous me les apporterez, je les examinerai, et vous ne signerez rien. Mais eux ne le sauront pas avant qu'il soit trop tard. J'ai réfléchi toute la nuit. Pouvais-je vraiment faire cela? Jouer un rôle, mentir à mon propre fils? Mais alors je me suis souvenu de sa voix sur l'enregistrement vidéo. Une fois qu'elle est au jardin du bonheur, on obtient la procuration, et cet appartement est à nous. Mon fils avait déjà fait son choix. J'allais simplement jouer le jeu mieux que lui. Le lendemain matin, j'ai appelé Julien. « Mon chéri, j'ai réfléchi à ce que tu as dit. Tu as raison. Cet appartement est trop grand pour moi. Je suis prête à visiter cette résidence. » Le silence à l'autre bout du fil était presque comique. Puis, « Vraiment? Maman, c'est merveilleux. Je suis tellement fière de toi. C'est la meilleure décision. J'ai juste besoin de temps pour m'habituer à l'idée. Peut-être que nous pourrions y aller ce vendredi? » « Vendredi, c'est parfait. Céline va être si heureuse. Elle s'inquiétait tellement pour toi. » Bien sûr qu'elle s'inquiétait. Pour mon compte bancaire. Sophie est venue m'aider à me préparer pour la visite. « Tu es sûre de vouloir faire ça? Tu es une meilleure actrice que moi si tu peux prétendre que tout va bien. » Sophie, pendant 40 ans, j'ai souri au dîner d'affaires ennuyeux de Pierre. J'ai fait la conversation à des gens que je n'aimais pas. J'ai été la parfaite épouse et mère. Je peux jouer ce rôle encore quelques semaines. Vendredi est arrivé. Julien et Céline sont venus me chercher dans leur bleu velé noir étincelante. Céline portait une robe crème qui avait probablement coûté plus que ce que certaines personnes gagnent en un mois. « Françoise, tu es magnifique. Cette couleur te va si bien. » J'avais choisi exprès un ensemble qui me faisait paraître plus vieille, plus fragile. Un cardigan beige, des chaussures plates confortables. Je voulais avoir l'air d'une femme âgée qui avait besoin d'aide, pas d'une femme de 68 ans qui faisait encore du yoga 3 fois par semaine. Les jardins du bonheur se trouvaient à Neuilly-sur-Seine, dans un bâtiment moderne avec de grandes baies vitrées. Le hall d'entrée sentait un mélange de désinfectant et de pot pourri, une odeur qui essayait désespérément de masquer autre chose. Des personnes âgées étaient assises dans le salon commun, certaines regardant la télévision, d'autres fixant simplement le vide. Bienvenue au jardin du bonheur. Une femme d'une 50aine d'années s'est approchée, son sourire tellement forcé qu'il semblait peint sur son visage. « Je suis Madame Rousseau, la directrice. »« Vous devez être Madame Dubois. »« Enchantée. » J'ai murmuré doucement, jouant mon rôle de vieille dame fragile. La visite a été exactement ce à quoi je m'attendais. Des couloirs qui sentaient la tristesse déguisée en soins attentionnés. Des chambres minuscules qu'ils appelaient appartements confortables. Une salle à manger où des personnes mangeaient en silence leur purée et leur poisson bouilli. Un jardin thérapeutique qui était essentiellement un petit carré de pelouse avec 2 bancs. Et voici notre salle d'activité. Madame Rousseau nous a conduits dans une pièce où 3 personnes âgées coloraient laborieusement ce qui ressemblait à des mandalas pour enfants. Nous avons des activités tous les jours. Lundi, c'est coloriage, mardi, c'est bingo, mercredi, c'est chant. Céline me serrait le bras un peu trop fort. N'est-ce pas merveilleux, Françoise? Regarde comme tout le monde semble heureux. Heureux. Ces personnes avaient le regard vide de ceux qui ont abandonné. Je voyais mon avenir dans leurs yeux si je laissais Julien et Céline avoir ce qu'ils voulaient. Mourir lentement dans une chambre qui sentait l'eau de Javel, coloriant des images pour occuper les heures vides jusqu'à ce que la mort soit un soulagement. C'est très bien organisé, j'ai dit d'une voix tremblante.
Mais je ne sais pas si… Qui… Maman? La voix de Julien était ferme. Tu ne vas pas changer d'avis maintenant. Tu as dit que tu étais prête. Je sais, c'est juste beaucoup à absorber. Madame Rousseau s'est penchée vers moi, son haleine sentant le café fort. Madame Dubois, je comprends, c'est un grand changement. Mais nous nous occuperons de tout. Votre famille peut gérer tous les détails pendant que vous vous installez. Nous avons même des services pour vendre votre ancien logement, gérer vos finances. Ah, là, le vrai pitch. Nous vous prenons tout, et vous n'avez plus à vous inquiéter de rien, parce que vous n'aurez plus rien. Nous pourrions nous occuper de tout ça pour toi, maman, dit Julien rapidement. Tu n'aurais même pas à t'en soucier. Une simple procuration, et nous gérons la vente de l'appartement, le transfert de tes comptes. Tu pourrais être ici dès la semaine prochaine, commencer ta nouvelle vie. La semaine prochaine. Il ne perdait pas de temps. J'ai besoin de réfléchir. J'ai murmuré. C'est beaucoup. Le retour en voiture était tendu. Céline gazouillait nerveusement sur les merveilleuses installations. Mais je sentais la frustration de Julien. Je ne m'étais pas effondrée d'enthousiasme comme il l'espérait. « Maman, tu sembles hésitante, dit-il finalement. Je pensais que tu étais prête pour ce changement. Je le suis, Julien, c'est juste 40 ans de souvenirs. J'ai besoin de quelques jours. Quelques jours, bien sûr, mais pas trop longtemps. La chambre que nous avons visitée ne sera pas disponible éternellement. Une menace voilée. Accepte maintenant ou perds cette opportunité. Sauf que ce n'était pas une opportunité. C'était une cage dorée. Cette nuit-là, j'ai rencontré Maître Laurent et Sophie dans un petit café du Marais, loin de mon quartier, loin des yeux indiscrets. Ils ont mordu à l'hameçon, j'ai dit. Julien veut que je signe une procuration pour qu'il puisse gérer la vente de l'appartement. Maître Laurent a hoché la tête gravement. Parfait. Voici ce que nous allons faire. J'ai préparé ce document. Il a sorti une enveloppe épaisse. C'est un Nouveau Testament. Il révoque tous les testaments précédents et établit clairement que votre fils est déshérité en raison de tentatives de fraude et de manipulation. L'intégralité de votre succession ira à des œuvres caritatives, avec une rente pour votre amie Sophie, ici présente pour service rendu. Sophie a secoué la tête. Françoise, je ne veux pas de ton argent. Sophie, tu as été plus une famille pour moi ces dernières semaines que mon propre sang. S'il te plaît, accepte. Mais ce n'est pas tout, continua Maître Laurent. J'ai également établi une fondation en votre nom. Tous vos biens immobiliers et vos investissements seront transférés à cette fondation, dont vous êtes l'unique administratrice. Même si quelqu'un obtenait une procuration par tromperie, il ne pourrait accéder à rien car légalement, vous ne posséderez plus rien personnellement. Tout appartiendra à la fondation. C'est brillant, murmura Sophie. C'est de la survie, j'ai corrigé. Quand faisons-nous cela? Nous pouvons signer dès lundi. J'ai déjà un notaire de confiance qui sera témoin. Mais Madame Dubois, une fois que vous faites cela, il n'y a pas de retour en arrière. Votre fils sera déshérité. J'ai pensé au petit garçon aux cheveux bouclés qui courait dans l'appartement. Puis j'ai pensé à l'homme dans l'enregistrement vidéo, complotant pour me dépouiller. Ce fils-là est déjà mort, maître. L'homme qui essaie de me voler n'est pas mon fils. Faisons-le. Le lundi suivant, j'ai signé tous les documents dans le cabinet du notaire. Chaque signature semblait sceller le sort de ma relation avec Julien, mais aussi me libérer. Je n'étais plus une victime. J'étais une femme qui reprenait le contrôle. Julien a appelé ce soir-là. Maman, Céline et moi avons réfléchi. Pourquoi attendre? Nous pourrions commencer à vider l'appartement ce week-end. Il y a tant de choses à faire, et tu ne devrais pas avoir à gérer tout ça seule. Vider l'appartement? Mais je n'ai pas encore décidé. Maman, tu as dit que tu étais prête. Pourquoi cette résistance maintenant? À moins que tu ne nous fasses plus confiance? L'accusation dans sa voix, comme si j'étais celle qui faisait quelque chose de mal, en hésitant à leur donner ma vie, sur un plateau d'argent. Non, ce n'est pas ça. C'est juste émotionnel pour moi. Je comprends, maman. C'est pour ça que nous voulons t'aider. Laisse-nous porter ce fardeau. Tu n'as qu'à te concentrer sur ton déménagement au jardin. D'accord, j'ai dit doucement. Ce week-end alors. Samedi matin, ils sont arrivés avec des cartons et une équipe de déménageurs. Céline portait un jean et un t-shirt blanc, ses cheveux attachés en queue de cheval, prête au travail, ou plutôt prête à superviser pendant que d'autres travaillaient. Nous allons commencer par le bureau de Pierre, annonça Julien. C'est probablement la pièce la plus chargée émotionnellement, autant s'en débarrasser d'abord. S'en débarrasser. Les mots étaient comme des coups de couteau. Le bureau de Pierre, où nous avions passé tant de soirées, lui à son travail, moi avec un livre, simplement heureux d'être ensemble. S'en débarrasser. Je préférerais commencer par ma chambre. J'ai dit. Si ça ne vous dérange pas. Et Julien a froncé les sourcils. Maman, il faut être efficace. Le bureau en premier. Julien, c'est encore ma maison. Nous commençons par ma chambre. Il y a eu un moment de tension.
Puis Céline a ri légèrement. Bien sûr, Françoise. C'est ton espace. Nous respectons cela. Mais pendant que j'étais dans ma chambre, triant des vêtements que je n'avais aucune intention de donner, j'entendais des bruits venant du bureau. Je me suis glissée silencieusement dans le couloir. La porte du bureau était entr'ouverte. À travers l'entrebâillement, je voyais Julien fouiller dans les tiroirs, jetant des documents dans un carton marqué « à détruire ». « Tu trouves quelque chose ?» La voix de Céline, chuchotée mais audible. Rien d'utile, elle a dû tout cacher. Ou pire, tout donner à un avocat. Tu penses qu'elle sait ? Je ne sais pas, mais une fois qu'elle est au jardin, on aura le temps de chercher correctement. Et légalement, avec la procuration. J'ai pris une photo avec mon téléphone. Encore une preuve. Maître Laurent construisait un dossier qui serait béton si jamais nous devions aller devant un tribunal. L'après-midi s'est traîné. Il voulait tout emballer, tout mettre en carton. Les livres de Pierre, mes bibelots, les photos de famille. Céline prenait des photos de chaque meuble. Pour l'inventaire, disait-elle. Mais je savais qu'elle planifiait déjà comment redécorer mon appartement une fois qu'il me l'aurait volé. Françoise, ce tableau. Céline pointait le Renoir au-dessus de la cheminée. Il est magnifique. Il doit valoir une fortune. Pierre l'a acheté il y a 30 ans. Nous devrions le faire évaluer. Pour l'assurance, tu comprends. En fait, tous ces objets d'art devraient être évalués. Je connais quelqu'un qui pourrait ? Non. Ma voix était plus ferme que je ne l'avais voulu. Le tableau reste où il est. Du moins pour l'instant. Mais maman, intervint Julien, si tu vas au jardin, tu ne peux pas emporter toutes ces choses. Autant commencer à organiser leur vente maintenant. Leur vente, pas leur rangement, pas leur conservation, leur vente. Ils comptaient déjà l'argent. J'ai dit non, Julien. Son visage s'est durci. C'était la première fois que je lui résistais vraiment depuis le début de cette mascarade. Très bien, comme tu veux. Ils sont partis en début de soirée, après avoir rempli peut-être 5 cartons avec des choses que je leur avais laissé emballer. Des choses sans valeur, des vieux magazines, des draps usés. Mais Julien regardait autour de lui avec frustration, réalisant qu'après une journée entière, il n'avait presque rien accompli. « Nous reviendrons la semaine prochaine, dit-il. Et maman, tu devrais vraiment penser à signer ces papiers de procuration. Ça rendrait tout tellement plus simple. » « Bien sûr, mon chéri, j'y penserai. » Après leur départ, Sophie est sortie de la chambre d'amis où elle s'était cachée toute la journée. « Mon Dieu, Françoise, comment tu fais pour rester calme ? Je voulais sortir et les gifler tous les deux. » Parce que la vengeance est un plat qui se mange froid, ma chère Sophie, très froid. Les jours suivants, Julien a intensifié la pression. Il appelait 3 fois par jour. « Maman, tu as signé les papiers ? Maman, la directrice des jardins a besoin d'une réponse. Maman, nous avons un acheteur potentiel pour l'appartement qui offre un très bon prix. » Un acheteur. Il vendait déjà ma maison avant même que je parte. « Julien, qui est cet acheteur ? » C'est un contact de Céline, un investisseur. Il payerait en cash, nous pourrions conclure rapidement. Combien offre-t-il ? Un silence. 4 millions d'euros. C'est un excellent prix, maman. Dans le marché actuel, 4 millions. Pour un appartement qui en valait 8. La moitié. Ils allaient me voler la moitié de la valeur, probablement empochant la différence dans un arrangement quelconque avec ce mystérieux investisseur qui était probablement Céline, elle-même sous une société écran. « Je veux rencontrer cet acheteur, » j'ai dit calmement. « Ce n'est pas nécessaire, maman. Nous nous occupons de tout. Et Julien, c'est encore mon appartement. Je veux rencontrer l'acheteur où il n'y a pas de vente. » « Très bien. » Sa voix était glaciale maintenant. « Je vais organiser ça. » La rencontre a eu lieu jeudi, dans un café près de l'Opéra. L'acheteur était un homme d'environ 50 ans, élégant dans un costume sur mesure. Il s'est présenté comme Monsieur Petit, investisseur immobilier. « Madame Dubois, votre appartement est exactement ce que je cherche. Je suis prêt à faire une offre généreuse de 4 millions d'euros, cash, conclusion dans 2 semaines. » « Monsieur Petit, pardonnez ma curiosité, mais comment connaissez-vous ma belle-fille ?» Il a hésité une fraction de seconde. « Nous nous sommes rencontrés à un événement professionnel. » « Je vois. Et vous êtes au courant que l'appartement vaut au moins 8 millions sur le marché actuel ? » Son sourire s'est légèrement figé. Le marché est volatile. 4 millions est un prix juste compte tenu des rénovations nécessaires. Des rénovations. Mon appartement était impeccable. Merci pour votre temps, Monsieur Petit, mais je ne vendrai pas. Madame Dubois, Julien a commencé. J'ai dit non, Julien. Dans la voiture sur le chemin du retour, Julien était silencieux, ses mains serrant le volant si fort que ses jointures étaient blanches. Finalement, il a explosé. « Qu'est-ce que tu veux, maman ? Nous essayons de t'aider et tu résistes à chaque étape. » « M'aider ? Ou vous aider vous-même ?
Le silence était assourdissant. Puis, qu'est-ce que tu insinues? Je n'insinue rien, Julien. Je dis simplement que 4 millions pour un appartement qui en vaut 8 semble être une aide, surtout pour quelqu'un d'autre que moi. Tu deviens paranoïaque. C'est peut-être le début de la démence. Peut-être que nous devrions consulter un médecin? La démence. Bien sûr. Si je résistais, je devais être malade mentalement. C'était leur prochaine stratégie. Me faire déclarer incompétente. Je ne suis pas malade, Julien. Je suis juste prudente. Il m'a déposée devant mon immeuble sans un mot de plus. Alors que je sortais de la voiture, il a dit « Maman, tu fais une erreur. Nous essayons juste de protéger tes intérêts. » Mes intérêts ou les vôtres? Il est parti sans répondre, les pneus crissant sur l'asphalte. Cette nuit-là, j'ai appelé Maître Laurent. Ils vont essayer de me faire déclarer incompétente. J'en suis sûre. J'ai anticipé cela. Demain, vous avez rendez-vous avec 3 médecins différents, tous des experts reconnus. Ils vont évaluer votre santé mentale et physique. Leurs rapports certifieront que vous êtes parfaitement capable de gérer vos propres affaires. Ces documents seront inattaquables. Les examens médicaux ont pris toute la journée du vendredi. Tests cognitifs, évaluation psychologique, examen physique. À la fin, le docteur Moreau, un psychiatre réputé, m'a serré la main. « Madame Dubois, pour une femme de votre âge, vous êtes remarquablement lucide et capable. Quiconque suggérait le contraire mentirait. » Merci, docteur. Et si je peux me permettre un conseil personnel, protégez-vous. J'ai vu trop de personnes âgées exploitées par leur propre famille. Ne laissez personne vous voler votre autonomie. Le week-end, Julien et Céline sont revenus avec des papiers importants que je devais signer. Céline avait perdu son vernis de gentillesse. Son sourire était tendu, ses yeux durs. « Françoise, nous devons finaliser les arrangements pour les jardins. Ils ont besoin d'un dépôt et de ta signature sur ces documents. » J'ai regardé les papiers. Une procuration générale, donnant à Julien un contrôle total sur mes finances et mes décisions médicales. Un accord de vente pour l'appartement au prix dérisoire de 4 millions. Un formulaire d'admission au Jardin du Bonheur. Je ne signerai pas cela. « Maman !» La voix de Julien était dangereusement calme. « Tu ne nous laisses pas le choix. Si tu ne peux pas prendre de décision rationnelle, nous devrons demander au tribunal de te nommer un tuteur. » Un tuteur? Tu veux dire toi? Mais qui d'autre? Je suis ton fils. C'est mon devoir de m'occuper de toi quand tu ne peux plus le faire toi-même. Je peux parfaitement m'occuper de moi-même. Céline s'est levée, son visage tordu par la frustration. Écoute, Françoise, nous avons été patients, nous avons été gentils, mais maintenant, c'est assez. Tu vas signer ces papiers ou nous allons rendre les choses très difficiles pour toi. Est-ce une menace? C'est une promesse. Tu crois que c'est agréable de s'occuper d'une vieille femme têtue? Nous avons nos propres vies. Si tu veux nous forcer à prendre des mesures légales, très bien. Mais sache que ça deviendra très désagréable. Je me suis levée lentement, regardant ma belle-fille, puis mon fils. 2 étrangers dans mon salon. Sortez de ma maison. Quoi? Julien semblait choqué. Sortez, maintenant, et ne revenez pas. Maman, tu ne peux pas? Je peux, et je le fais. Partez avant que j'appelle la police. La police? Céline a ri, un son strident et désagréable. La police? Pourquoi? Nous sommes ta famille. Non, vous êtes des voleurs. Et je veux que vous partiez. Ils ont ramassé leurs papiers, Julien me regardant comme si j'avais perdu la tête. Tu vas le regretter, maman. On essayait de t'aider, mais tu es trop orgueilleuse pour le voir. Très bien, débrouille-toi toute seule. On verra combien de temps tu tiendras. La porte a claqué derrière eux. Je suis restée debout dans mon salon, tremblant non pas de peur mais d'adrénaline. Je les avais affrontés. Enfin, Sophie est sortie de la cuisine, où elle avait tout entendu. C'était incroyable. Tu as été incroyable. C'était nécessaire. Maintenant, ils vont passer à l'offensive. Tu es prête? J'ai pensé à tous les documents signés, tous les médecins qui avaient certifié ma compétence, tous les enregistrements de leurs tentatives de manipulation. Oui, je suis prête. Cette nuit-là, alors que je m'endormais enfin, j'ai su que le vrai combat commençait. Mais pour la première fois depuis des mois, je me sentais forte, je me sentais vivante. Je me sentais comme Françoise Dubois, la femme qui avait construit une vie avec Pierre, pas comme une victime pathétique attendant d'être dépouillée. Le lendemain, Maître Laurent m'a appelé. « Madame Dubois, votre fils vient de déposer une requête auprès du tribunal pour qu'un tuteur vous soit nommé, alléguant que vous souffrez de démence et que vous êtes incapable de gérer vos propres affaires. » J'ai souri. « Parfait, nous les attendions. Vous avez tous les documents médicaux? » Tous, et bien plus encore. « Madame Dubois, quand nous aurons fini, votre fils regrettera d'avoir jamais commencé ce jeu. »